Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte de la Skiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également de l'alimentation intuitive. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et j'espère que l'épisode du jour va vous plaire. Je vous souhaite une très bonne écoute. Dans ce nouvel épisode, j'aimerais vous parler de la question du poids et de la gestion du poids. Je sais que c'est un sujet épineux et je sais que la question du poids revient souvent. Quand on commence à s'intéresser à l'alimentation intuitive, quand on commence à rejeter la diet culture, on se demande, mais du coup, que faire si je veux perdre du poids? Que faire si je dois, entre guillemets, perdre du poids? Mais si je lâche tout le contrôle, c'est sûr que je vais grossir, etc., etc. Toutes ces questions, toutes ces interrogations sont totalement légitimes. On nous a appris depuis notre plus tendre enfance à faire attention à notre poids, à toujours contrôler notre poids. Donc forcément, quand quelqu'un vous dit « tu n'as pas besoin de contrôler ton poids », c'est sûr que l'information a du mal à passer. Et puis dans notre société grossophobe, il y a cette peur de grossir, cette peur de la non-gestion du poids, qui est quasiment centrale dans tous les contenus diet culture et dans toutes les croyances liées à la diet culture. C'est pourquoi aujourd'hui je voulais faire un petit tour d'horizon du poids, donc entre croyances et réalités, entre mythes de la diet culture et réalité observée scientifiquement, et voir un peu la question du poids dans l'alimentation intuitive, la question du poids dans les approches anti-régime, et voir un peu ce que chacun en dit. Déjà, si vous avez écouté mon dernier épisode sur l'alimentation intuitive, que je vous conseille, bien sûr, comme tous les autres épisodes, dans cet épisode, je n'ai pas mentionné le poids par rapport à l'alimentation intuitive. Pourquoi? Est-ce un oubli de ma part? Est-ce une omission? Vous ne saurez jamais. Non, en vrai, pourquoi j'en ai pas parlé? C'est tout simplement parce qu'en fait, la question du poids, elle n'est pas centrale à l'alimentation intuitive, car le but de l'alimentation intuitive, c'est rétablir une relation sereine avec son corps et son alimentation, et donc en fait mettre son objectif de poids de côté. Et ça, c'est aussi important dans l'approche de l'alimentation intuitive, car il y a beaucoup de gens, du coup, quand ils veulent commencer, ils se disent « Ok, mais que faire par rapport à mon poids ?» Eh bien en fait, il n'y a rien à faire, il faut juste mettre l'objectif de perte de poids ou de prise même de poids de côté, enfin tout objectif de variation intentionnelle de poids, et juste en fait voir où le corps va vous mener naturellement, en écoutant vos signaux et votre faim. Après je dis il faut juste, mais c'est quand même un peu plus compliqué que ça, hein, bien sûr. C'est quelque chose du moins qu'on vous invite à faire. Car en fait, penser à son poids quand on veut essayer de rétablir une relation sereine avec son corps et son alimentation, c'est quand même assez compliqué parce que la question du poids peut vous influencer aussi dans vos sensations alimentaires, dans vos envies, etc. Donc du coup, en fait, se détacher un peu de ça, se dire, voilà, je mets ça de côté, je verrai plus tard, et voilà, c'est quand même quelque chose qui va vous permettre en fait de vous faire plus confiance et de vraiment tranquilliser un peu votre rapport à l'alimentation. L'alimentation intuitive se base en fait sur la notion de poids d'équilibre, aussi appelée set point ou setting point aussi parce que en fait c'est plutôt une fourchette de poids qui varie de plusieurs kilos. Et ça en fait, cette notion de set point, on la retrouve également dans les travaux du GROS, donc du groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids, dans les livres de Jean-Philippe Zarmati, qui est nutritionniste, dans l'approche de Gérard Apferdorfer également, donc tous les diététiciens en fait du GROS. Donc toutes ces approches-là disent en fait qu'on a tous un set point, donc qui est notre poids de forme, notre poids d'équilibre, et que si on écoute naturellement nos signaux de faim, de satiété, de rassasiement, etc., on arrive à ce poids de forme qui est assez stable en fait en progressant dans la vie et qui est génétiquement programmé et qui peut aussi s'élever avec les régimes notamment, donc avec toute intention de contrôle en fait du poids. Donc si vous avez essayé de faire des régimes, si vous avez fait des régimes, il se peut que votre poids de forme ne soit pas le même qu'à la base, que celui prévu génétiquement pour vous. Et du coup, il se peut donc que votre poids de forme s'est élevé et plus haut en fait que celui que vous aviez avant de commencer les régimes. Et ça c'est vraiment un argument anti-régime, car quand on s'aperçoit qu'en fait le poids de forme s'élève à chaque fois qu'on fait des régimes et qu'on arrête et qu'on reprend, etc., on se rend compte que vaut mieux pas en fait faire de régime. Surtout si votre but en fait c'est de maintenir un poids, car au final là, ça vous détraque complètement votre organisme et c'est encore pire entre guillemets que le poids que vous auriez aimé avoir
Donc cette approche du set point, elle est beaucoup véhiculée dans les approches anti-régime, dans l'alimentation intuitive, mais en fait c'était vraiment un concept scientifique car qui a été prouvé qu'on a tous un pondérostat, donc c'est comme notre thermostat en fait de température, c'est-à-dire que en gros votre poids il se régule comme d'autres composantes de notre corps, je dirais. En fait, selon cette théorie du coup du set point, notre poids n'a pas à être contrôlé car naturellement il se régule tout seul. Il se régule sur la durée, donc nos signaux de faim en fait permettent cette régulation. Et du coup en fait l'alimentation intuitive se base sur ça, ce côté que il y a une régulation du poids qui se fait naturellement. Donc du coup comme je vous disais, en fait le poids de forme il s'élève à force de faire des régimes. C'est le fameux effet yo-yo. Ce poids donc d'équilibre augmente et du coup montre bien que contrôler son poids c'est voué à l'échec dès le départ en fait. Si vous voulez, on a tous une morphologie de base, on a tous un poids, enfin une fourchette de poids, donc et ça en fait vous ne pouvez pas le choisir. Du coup, en fait, vous ne pouvez pas avoir le poids de forme de la voisine ou du voisin. Et une fois qu'on comprend ça, tout s'explique parce qu'on se dit « Ah d'accord, ok, donc je me bats contre des moulins à vent, je suis Don Quichotte, petite référence littéraire, mais en gros, ça sert à rien de trop contrôler son poids, car le corps voudra toujours revenir à son poids d'équilibre. » C'est ça qu'il faut retenir, en fait, c'est que votre corps, même si, admettons, vous prenez du poids, votre corps, normalement, naturellement, il va vouloir revenir vers ce poids d'équilibre si vous écoutez ces signaux. Car là, c'est vraiment la question épineuse aussi, qui peut revenir souvent. Mais où est mon poids d'équilibre? Comment je sais que je suis à mon poids de forme? Quel est mon poids de forme? Etc. En fait, le poids de forme, c'est grosso modo le poids que vous feriez si vous ne faisiez pas de régime. Donc peut-être le poids d'avant régime. Mais comme je vous l'ai dit, si vous avez fait des régimes, il se peut que c'est augmenté. Donc en fait, le poids de forme, c'est normalement le poids qu'on arrive à maintenir sans effort surhumain, comme du sport intensif, etc. et sans contrôle de l'alimentation. Comme je vous disais, vous ne pouvez pas savoir quel est votre poids d'équilibre. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens, quand ils se lancent dans l'alimentation intuitive, ils se demandent s'ils vont prendre du poids ou perdre du poids, et ça pareil, en fait, on peut pas trop le prédire, car il y a des gens qui vont prendre du poids s'ils sont en dessous de leur poids de forme, il y a des gens qui vont peut-être perdre du poids car ils sont au-dessus de leur poids de forme, mais en tous les cas, c'est quelque chose dont il faut essayer de se détacher, je dis bien essayer car c'est pas évident, mais en gros se dire on verra bien. Donc c'est un poids que vous pouvez maintenir sans régime, et ça, parfois, quand on a fait beaucoup de régimes, c'est très dur de savoir quel est le poids auquel le corps veut se stabiliser. Donc avec cette théorie, il faut que vous sachiez en fait que le contrôle ne sert à rien et ne servira à rien. Donc en fait, si vous voulez revenir à votre poids d'équilibre, il faut cheminer vers l'alimentation intuitive, vers l'écoute de vos signaux, etc. Et la déconstruction de la diet culture, et la déconstruction de toutes ces règles alimentaires qui vous polluent et qui vous empêchent en fait de revenir à votre poids d'équilibre. Donc il y a beaucoup de gens qui sont obsédés un peu de savoir où est vraiment leur poids d'équilibre. Comme je vous disais, comme c'est un poids que vous pouvez maintenir sans régime, c'est vraiment quelque chose à expérimenter et à observer en fait. Disons que vous avez très peu de contrôle dessus, voire aucun. Ça ne sert pas à grand chose en fait d'en faire une fixette. Le but surtout, par exemple si vous faites la démarche d'alimentation intuitive, c'est plutôt en fait rétablir une bonne relation avec son corps et la nourriture, et le reste suivra en fait, et le poids se stabilisera s'il doit se stabiliser à un certain poids. Donc du coup, votre poids d'équilibre, c'est pas forcément le poids le plus bas que vous ayez fait de votre vie, c'est pas forcément le poids que vous faisiez quand vous étiez plus jeune, etc. C'est un poids, une silhouette que vous verrez en fait au fil de l'eau qui se stabilisera. Donc du coup, cette théorie du set point, elle nous rappelle que contrôler son poids, c'est voué à l'échec. Et du coup, il y a aussi cette idée que le poids se gère comme un budget, qu'on doit gérer son poids, qu'on doit maintenir son poids, etc. Tout ça, c'est des idées qui au final paraissent vaines quand on connaît la théorie du set point et quand on sait qu'au final, comment le corps fonctionne. D'ailleurs, dans le précédent épisode, je vous citais le livre d'Alicia Siccardi, Alimentation intuitive. Elle parle aussi de ce pondérostat, elle l'explique très bien d'ailleurs avec des termes plus scientifiques. Là, je vous le vulgarise un petit peu, bien sûr. Mais comme le dit Alicia, et qui est chercheuse en plus en nutrition, c'est vraiment quelque chose qui est valable en fait. C'est pas une théorie fumeuse, c'est pas une idée comme ça, ah oui, est-ce qu'il paraît, le corps se régule. C'est quelque chose de véridique. Et ça, c'est quelque chose que la culture des régimes nie un peu en fait, parce que voilà, il faut bien vendre les rééquilibrages, il faut bien vendre les régimes, il faut bien vendre les détox, le sport à outrance, etc. Si on vous dit d'emblée, bon écoutez, en fait, votre poids peut se stabiliser naturellement. Ça, je pense qu'il y a peu de gens qui sont prêts à entendre ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent des arguments du type non mais là on est dans une société où il y a des aliments ultra transformés, le poids ne peut pas se réguler naturellement, etc. Vous verrez dans les prochains épisodes, je pense, mon avis sur ce genre de croyances. Mais en tout cas, pour moi, la théorie du set point, ça nous aide en fait à rejeter l'idée que le poids se contrôle donc comme un budget, comme un portefeuille, etc. Le poids ne se contrôle pas en fait. Donc en gros, si vous voulez être tranquille avec votre alimentation, ça passe beaucoup par l'acceptation de ce poids de forme, l'acceptation de ses variations,
l'acceptation de cette stabilisation. Et c'est ça en fait le problème, c'est que comme à chaque fois, avec la culture des régimes, on n'arrive pas à accepter notre morphologie de base ou notre poids parce que ce n'est pas le poids rêvé, idéal par la société, mais le fait est que en fait on a tout à y gagner, tous, à accepter le poids auquel on est naturellement programmé, et on y gagnerait encore plus si la société en général reconnaissait ça et reconnaissait cette diversité corporelle, cette diversité des poids. Donc du coup, comme je vous disais, l'alimentation intuitive, on nous invite à mettre l'objectif de poids de côté, car c'est vraiment la relation à l'alimentation, la relation au corps qui prime et qui est plus importante en fait à apaiser qu'une histoire de poids, car au final, la liberté alimentaire que vous retrouvez, le fait que vous comprenez que votre valeur n'est pas votre apparence et votre poids, etc., tout ça en fait vous aide aussi à accepter votre poids d'équilibre. Même si bien sûr je comprends que c'est dur d'accepter, c'est très dur de travailler sur soi, sur son corps, etc. C'est très dur aussi de ne pas avoir cette peur d'être rejeté, de ne pas être accepté par une société qui est grossophobe. Et je pense que beaucoup de gens, même des gens qui font l'alimentation intuitive, même s'ils arrivent au poids de forme, peut-être que par moments ils ont du mal aussi à se dire bah voilà, c'est mon corps naturel. Et donc du coup c'est mieux pour moi en fait de faire la paix avec ce corps. Et de comprendre en fait qu'à terme, il vaut mieux pour votre santé physique et mentale commencer à faire ce premier pas vers vous dire, voilà, j'en suis à ce poids-là, je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais le fait est que je préfère avoir une santé physique, une santé mentale qui est plus apaisée, qui est meilleure, que forcément lutter toute ma vie contre ma morphologie de base, contre mon poids de forme. Donc du coup, quand on se détache en fait de cette valeur de poids, de cette valeur qui est liée à notre apparence, on accepte petit à petit, ou du moins on est dans cette démarche d'acceptation de son poids et de sa morphologie de base. Donc du coup, le poids, ça cristallise beaucoup de craintes, ça cristallise beaucoup d'anxiétés qui sont véhiculées, exacerbées par la société et la culture des régimes. Et il y a beaucoup de croyances grossophobes sur le poids. Car si on écoute la culture des régimes, prendre du poids, c'est mal, prendre du poids, c'est un échec, être plus gros, c'est être en mauvaise santé, être en plus mauvaise santé, être gros, c'est forcément la pire version de soi, qu'il faut travailler à devenir la meilleure version de soi-même, entre guillemets, c'est-à-dire la version la plus mince de soi-même. Mais en fait, tout ça, c'est faux. Prendre du poids, ce n'est pas un échec, c'est juste normal, en fait, de prendre du poids avec les années, avec certains événements, avec, si vous êtes dans une démarche du rejet, du contrôle, etc., c'est totalement normal de prendre du poids, c'est ok. C'est ok aussi de ne pas être confortable forcément avec cette prise de poids, mais en tout cas, ne pensez pas que c'est un échec de votre part, au contraire. Si vous prenez du poids par exemple pour toutes ces raisons-là, c'est banal et c'est très courageux limite de votre part si vous êtes dans une démarche de réconciliation avec vous-même. Et en fait cette prise de poids, elle symbolise en fait le fait que vous vous refaites confiance, le fait que vous commencez à accepter de devenir pleinement vous-même. Donc au final, est-ce que c'est un échec ? Je ne pense pas. En plus souvent quand on prend du poids par exemple, quand on est en recovery de TCA, de troubles du comportement alimentaire, il y a beaucoup de gens qui prennent du poids et au final qui se disent ma maman, j'ai pris du poids, ok, mais punaise, je me sens quand même vachement mieux, je me sens mieux physiquement, je me sens mieux mentalement, et ça n'a pas de prix. Donc du coup, est-ce qu'on peut dire que prendre du poids dans ces cas-là, et dans même tous les cas, est-ce que c'est un échec ? Je ne pense pas. Ensuite, est-ce que être plus gros, c'est être en plus mauvaise santé ? Non, encore une fois, car on peut être en meilleure santé mentale et en meilleure santé en fait physique. Je vous citais l'exemple des gens qui sont en recovery de TCA. C'est tout à fait ça, hein. Souvent ils sont en meilleure santé. Ils sont en meilleure santé physique, ils améliorent leur métabolisme, leur température elle augmente. Être en dessous de ton poids de forme, ça a beaucoup de conséquences sur notre métabolisme, parce qu'il y a notre température qui peut s'abaisser, on peut avoir plein de problèmes en fait métaboliques, des pertes de cheveux, etc. Et donc souvent en fait la reprise du poids peut aussi nous amener plein d'avantages supplémentaires, je dirais, comme peut-être une meilleure chevelure, une meilleure énergie, une température qui est pas forcément basse à chaque fois, enfin on perd ce côté frilosité, ce genre de choses. Et ça au final c'est des signes de bonne santé. Et d'ailleurs je parle de recovery de TCA, mais c'est pareil pour l'aménorrhée hypothalamique. Donc l'aménorrhée hypothalamique, c'est quand certaines femmes perdent leurs règles, ont des aménorrhées secondaires, on appelle ça, donc qui en fait survient chez des femmes qui étaient avant menstruées et qui ne le sont plus. On peut retrouver ça chez des sportives et des femmes totalement lambda qui font juste des rééquilibrages alimentaires et qui détraquent en fait leur corps. Et ça typiquement en fait, donc si une personne qui a une aménorrhée hypothalamique veut guérir,
il lui faudra souvent passer par une prise de poids, car en fait les hormones féminines se basent beaucoup sur notre taux de masse grasse, et en fait souvent c'est le gras, notamment souvent le gras situé sur le ventre, qui en fait produisent les hormones sexuelles nécessaires au cycle menstruel. Si d'ailleurs les travaux par rapport au gras, aux hormones sexuelles féminines, au cycle menstruel, etc. ça vous intéresse, je vous invite à lire le blog de Nicola Rinaldi, qui est l'autrice du livre No Period Now What, donc pas de règles, qu'est-ce que je fais, et notamment aussi le compte Instagram AménoréFR, qui est tenu par Florence Gillet, qui explique bien les conséquences des rééquilibrages, des régimes, etc. sur le cycle menstruel des femmes. Petite parenthèse, mais du coup, en fait, ces personnes-là, si elles veulent guérir, elles doivent souvent reprendre du poids et elles doivent aussi avoir un taux de gras qui est supérieur à celui qu'elles maintenaient avant, par exemple en faisant des rééquilibrages. Et du coup, ces femmes-là retrouvent une meilleure santé. Donc qu'est-ce qu'on va leur dire? Vous prenez du poids, vous êtes en mauvaise santé? Non. Vous êtes plus gros, vous êtes en mauvaise santé? Non. Si elles ont récupéré leurs règles en prenant du poids, ça montre bien qu'en fait, elles ont retrouvé un poids santé, un poids qui permet au corps de reprendre les activités reproductrices qu'il avait mis en stand-by à cause d'un poids trop faible, ou d'un taux de gras trop faible. Donc du coup, à travers ces exemples-là, on voit très bien que grossir ou être plus gros, ça n'empêche pas d'être en bonne santé, voire en meilleure santé. Et être gros, ce n'est pas forcément être en mauvaise santé. Et en fait, il y a vraiment cette croyance grossophobe aussi, qu'être gros, c'est forcément être en mauvaise santé, ce qui n'est pas vrai. Il y a des gens qui sont gros et qui sont en meilleure santé que certaines personnes minces. En fait, ce n'est pas forcément vrai dans le sens que on peut être gros et être en mauvaise santé, comme on peut être mince et être en mauvaise santé en fait. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que forcément l'obésité, ça implique une mauvaise santé. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Le poids n'est pas le seul facteur de la santé. Et ça, je crois que je vous l'avais dit dans l'épisode sur la culture des régimes. Mais du coup, il y a beaucoup de croyances par rapport au poids qui sont véhiculées par la diet culture. Et c'est important, en fait, de remettre l'église au milieu du village et dire, la santé, ce n'est pas qu'un facteur de poids. Il y a plein d'autres facteurs. Et c'est important, en fait, de voir la santé comme une approche holistique, plutôt s'évertuer à voir la santé que par un chiffre ou par une composante, etc., en fait. De plus, pour considérer que quelqu'un est obèse, on regarde son IMC. Il faut aussi savoir que l'IMC est quand même assez controversé, car au final, définir quelqu'un comme obèse juste en se basant sur le poids et la taille, au final, ça ne prend pas en compte la composition du corps, ça ne prend pas en compte plein d'autres facteurs. Donc en plus, il faut savoir que l'IMC a été initié au 19e siècle, donc ça remonte un petit peu, et a très peu été actualisé depuis sa création. En fait, il y a beaucoup de médecins qui montent au créneau en disant que l'IMC n'est pas fiable, car l'IMC au final prend juste en compte quelques critères, c'est-à-dire le poids, la taille, mais ignore plein de facteurs, plein de choses, et donc du coup ce n'est pas forcément l'IMC qui dit que quelqu'un est en bonne santé, en fait, c'est pas du tout ça, parce on voit très bien qu'il y a des personnes qui ont un IMC soi-disant normal, mais au final sont en mauvaise santé, et d'autres personnes qui ont un IMC considéré en surpoids ou en obésité, et qui au final ont une très bonne santé. Donc on voit bien qu'on ne peut pas faire de généralité, on ne peut pas baser la santé juste sur un chiffre ou un indicateur, c'est complètement erroné. Pensez-y, si un jour quelqu'un vous dit mais tu dois perdre du poids pour ta santé, ou que même vous ayez le sentiment de devoir perdre du poids pour votre santé, ce n'est pas forcément vrai, et n'oublions pas qu'il y a quand même beaucoup de grossophobie médicale aussi, mais ça peut-être que j'y reviendrai plus tard dans un autre épisode. Du coup, ce que j'aimerais vous dire par rapport au poids, c'est que vous n'avez pas en fait à gérer votre poids. Le poids peut se maintenir tout seul, sans effort, et c'est notre poids de forme, qui est différent pour tout le monde, qui n'est pas forcément le poids le plus bas que vous ayez fait de votre vie, et qui a pu s'élever en faisant des régimes. En tout cas, moi je vous invite sincèrement à cheminer donc vers l'alimentation intuitive, vers des approches vraiment anti-régime et anti-culture des régimes, et pourquoi pas essayer de revenir à ce poids de forme, même si c'est un travail qui peut être long, qui peut être douloureux aussi, car il y a beaucoup de croyances à déconstruire par rapport à soi et beaucoup de choses à accepter, ou du moins apprendre à accepter petit à petit. Mais pour moi, se détacher du poids, se détacher de la valeur, de l'estime de vous-même que vous mettez peut-être sur ce chiffre, c'est vraiment ce que je peux vous souhaiter de mieux en fait, de se détacher de tout ça, d'essayer de vous voir dans la globalité et pas vous rendre malade en fait pour peser un poids qui n'est pas le vôtre, tout simplement. La vie mérite d'être pleinement vécue et pas d'être en lutte constante envers son corps, son alimentation et son apparence. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram TheLastQuiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.